Avec la crise de la Covid, le slogan « Le bonheur est dans le pré » a atteint un record sur l'échelle de la fantasmagorie rurale. Comme si les villes concentraient les problématiques de pauvreté, d'isolement, de perte de sens, et que les campagnes au contraire en seraient l'antidote. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier de la présence chrétienne en monde rural. Vieillissement de la population, disparition des services publics et des commerces de proximité, tensions entre anciens et néo-ruraux, isolement. Ne nous y trompons pas, la question du maintien du lien social dans les campagnes est à minima aussi importante que dans les grandes villes. Et l'un des lieux où se fondait traditionnellement le vivre ensemble, l'église du village, est bien souvent désormais un lieu fermé où la messe n'est dite que rarement. Mais les chrétiens n'ont pas pour autant totalement disparu du paysage. Au-delà du culte, ils ont toujours été impliqués dans le tissu social de nos campagnes. Solidarité avec les plus pauvres et les personnes isolées, soutien des agriculteurs, activités sportives et éducatives pour les plus jeunes, et c'est notre dossier du jour. Ouais, une aventure fraternelle à vivre avant de célébrer la messe à Souvigny tout à l'heure, petite commune de l'Allier. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour et bienvenue à vous, Arnaud Favard. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Jour du Seigneur. Prêtre de la Mission de France, délégué national de la mission en monde rural. Aujourd'hui, vous vivez dans la commune de Quinhia, c'est dans le diocèse de Clermont. Vous avez été conducteur d'engins de chantier, chauffeur de bus scolaire, entraîneur dans une école de football ou encore curé d'une paroisse de la Creuse. C'est quand même varié la vocation d'un prêtre de la Mission de France. Oui, on ne le dirait pas, on fait beaucoup de choses. Et puis moi, j'avais choisi tout petit, en soignant les vaches de mon grand-père, en disant plus tard, je serai curé fermier. Et donc, petit à petit, ça a pris forme. Et donc, cette présence dans le monde du travail et puis le soin des animaux, l'attrait pour l'agriculture m'a toujours habité. Parce que c'est ça, la spécificité d'un prêtre de la Mission de France, c'est que vous pouvez exercer des métiers comme tout le monde. Exactement, on partage la vie ordinaire de tout le monde. Aujourd'hui, quelle est votre mission dans le diocèse de Clermont, en monde rural ? Alors, la mission donnée par l'évêque de Clermont est un peu atypique. Il m'a dit je vous donne carte blanche. Allez voir du côté du Livradois, entre Issoire et Ambert, et puis intéressez-vous au monde rural. Il m'a dit, voilà, ça fait un bout de temps que le diocèse n'a pas pris en compte le rural en tant que tel, voilà, même si ce n'est jamais complètement sorti de la préoccupation des prêtres et des paroisses. En fait, prendre le rural en tant que tel demandait un investissement plus conséquent. Voilà. Le maintien du lien social, comme l'a dit Éric Payet dans son éditorial, est-ce que c'est l'un des enjeux du monde rural aujourd'hui pour vous ? Bien sûr, voilà, les lieux de vie, les lieux de rencontre ont peu à peu disparu. Bon, le reportage citait l'église, mais le bistrot du village, c'était quand même un rendez-vous essentiel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de bistrot. Il n'y a plus de bistrot. Voilà. Alors, donc, les églises sont fermées, il n'y a plus de bistrot. Voilà. Il reste le marché, qui est un jour où les producteurs locaux viennent vendre. Et là, c'est comme un forum, on se retrouve, on a plaisir à se retrouver le matin du marché. Et puis, il y a aussi toutes les initiatives associatives pour faire vivre des bistrots associatifs qui vont ouvrir 1 ou 2 jours par semaine, des tiers-lieux culturels, des fêtes. Les fêtes sont aussi des endroits de rendez-vous pour faire connaître à la fois les spécificités locales, les producteurs locaux, et puis faire connaissance aussi avec des jeunes qui veulent s'installer. Les chrétiens, la vie spirituelle plutôt, elle existe encore dans ces villages, puisque les paroisses peuvent être immenses maintenant, regrouper 10, 15, 20 clochers. Il y a encore une vie chrétienne dans nos villages aujourd'hui, dans nos campagnes ? Oui, vous pouvez aller jusqu'à 40 ou 50 clochers des fois. Ouais, je suis encore voilà. En deçà de la réalité. Oui, par exemple, il y a beaucoup de marcheurs, d'attrait pour la randonnée. Voilà. Et moi, j'ai entendu des gens me dire, oui, avant, quand j'étais jeune, j'allais à la messe, mais aujourd'hui, voilà, pour moi, la randonnée, c'est un lieu spirituel. Je suis étonnant. Dans la nature, c'est là que je parle avec Dieu, c'est là que
comment dire, résonne mes attentes, mon souci pour ma famille, pour ceux que je connais. Voilà, donc c'est voilà les marches. Hein. Jésus marchait sur les chemins dans l'Évangile, c'est là qu'il rencontrait les gens, et c'est une église de chemin peut-être. Ah, c'est beau, une église de chemin. Voilà. Et les chrétiens, il y en a dans les villages encore aujourd'hui. Il n'y a pas des villages sans chrétiens. Alors j'ai pas fait d'enquête et recensement, mais il y en a parce que finalement, dans la vie associative, on ne le sait pas tout de suite. Les chrétiens n'affichent pas, mais on découvre finalement. Ben si, mais tu sais, moi j'étais à la messe, La foi, moi c'est j'ai été important. formé par ça, j'étais Hein. formé par la Jacques ou le MRJC, La Jacques, c'est quoi? Jeunesse agricole chrétienne, hein, qui a participé au développement de l'agriculture après-guerre en particulier. Hein, c'était un fort MRJC, soutien. Voilà. MRJC. Et mouvement rural de la jeunesse chrétienne qui a pris le relais un peu plus tard. Regardez, je vais vous faire réagir à une citation. C'est intéressant ce qu'il dit. L'Église avec moins de prêtres n'abandonne pas les territoires. La figure n'est plus celle du curé seul, mais d'une communauté qui sert au lien social. Et c'est ce que disait il y a peu Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. Vous êtes d'accord avec lui, j'imagine? Du coup, Complètement, parce que je ne pense pas qu'il faille envisager l'Église sous l'angle du déclin ou de la disparition ou de la concentration, mais plutôt comme un temps privilégié pour fonder des communautés. donc on change la manière de faire Église. Voilà. Et une grande partie de l'action de la mission rurale, c'est de basculer d'un sentiment de dire il n'y a plus de prêtres, donc il n'y a plus d'église, à plutôt quand est-ce qu'on fait l'expérience de la présence du Christ? Quand est-ce que le Christ est présent? Voilà. Donc le problème n'est pas l'absence du prêtre, le problème c'est c'est pas le problème, c'est la joie, le défi, hein, de découvrir que le Christ est présent parmi nous. Voilà. Donc ça peut se vivre comment? Faire cette découverte-là, ça peut être, je sais pas, dans un groupe biblique, dans un groupe de prière, par exemple? Exactement, voilà. Les textes du Concile nous disent ça. Hein, quand est-ce qu'on fait l'expérience de la présence du Christ? Bon, ce qui est célèbre, c'est de citer l'Évangile qui dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Hein, » mais c'est aussi dans Matthieu 25, le jugement dernier. Hein, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, donner un verre d'eau, visiter un malade, réconforter une famille en deuil, visiter un prisonnier, tout ça, voilà. C'est à moi que tu l'as fait, à moi Jésus. Hein. Donc découvrir la présence de Jésus, c'est l'action aujourd'hui de l'Église, de faire découvrir que le Christ n'est pas absent des territoires ruraux, même si on est loin, mais il est présent à toute notre vie. Et l'Église n'abandonne pas les habitants de ces territoires, même s'il y a moins de prêtres. Alors c'est aussi une des missions que m'a confiée l'évêque, hein, de dire mais les chrétiens en rural ont eu le sentiment d'être abandonnés. Et moi, j'ai quartier libre, j'ai beaucoup de temps pour m'intéresser à ce qui se vit aux uns et aux autres, et j'ai des réflexions régulièrement. Ah bon, parce que ça intéresse l'Église, ce que je vis? Eh bien oui, ça intéresse l'Église. Et on le rappelle ce matin sur le plateau du Jour du Seigneur. Alors Arnaud, parmi les acteurs du Vivre Ensemble, il y a bien sûr le Secours catholique, vous le savez, dans nos campagnes. Depuis 2018, des fraternibus sillonnent les zones rurales dans toute la France pour justement retisser du lien social. Exemple à Saint-Aulais, une commune de Dordogne de moins de 1500 habitants. Regardez, c'est très beau ce qui se passe sur le terrain et on en parle juste après avec notre invité. Depuis 2020, plusieurs fois par semaine, Philippe Beaumont, bénévole au Secours catholique, conduit un fraternibus, un camion aménagé qui sillonne une dizaine de villages de Dordogne pour retisser du lien social dans le monde rural. Un mercredi sur 2, avec Nadine, ils font escale à Saint-Aulais. C'est tout à fait à l'extrême ouest du département de la Dordogne. Et c'est un petit village d'environ 1000 habitants et qui est vraiment entouré de forêts. Bonjour à tous. Ça va? Et ben, Tu commences à avoir faim. bonjour. C'est bon signe. C'est bon signe. Allez. Justement, c'est le moment de sortir du fraternibus tout le nécessaire pour passer un moment convivial, une révolution fraternelle. Deuxième. Alors voilà déjà des gobelets.
Régulièrement, on sort toujours cette nappe Révolution fraternelle du Secours catholique parce que ça montre bien la fraternité, ce que l'on vit au fur et à mesure de la journée. Et au moment du repas, c'est un moment convivial et important. C'est vous qui l'avez fait oui, il viendra. Nadine Il vient plus. Pas mal. Ah, j'ai déjà pris, moi. Mais il a mangé des carottes tout à l'heure. regarde. Moi, à l'étranger de Saint-Olé. C'est moi qui devrais manger, ça me rendra aimable. Les personnes qui viennent nous voir au Fraternibus sont des personnes le plus souvent à la retraite, qui sont seules, qui ont besoin de soutien. Alors c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent nous voir, on ne vient pas vous donner quelque chose, ni apporter quelque chose, ni vous vendre quelque chose, on vient vous donner de notre temps. Pour profiter de ce temps donné, Patrick, 74 ans, n'hésite pas à marcher 7 km pour venir. J'habite tout seul au milieu des bois maintenant, parce que même mes enfants sont partis, parce que j'en ai quand même un paquet. Donc, et là, c'est vrai que la vie tout seul dans les bois, ça craint. Il y en a qui supportent bien, moi je supporte pas trop. Ça me permet de rencontrer des gens, c'est surtout pour éviter d'être tout seul, quoi. Régulièrement, Aline Grange, conseillère municipale de la commune, s'attable elle aussi pour un café. Il y a beaucoup de choses quand même qui disparaissent. Et la commune n'avait même pas pensé à ce genre de rassemblement. Ça se gère, ça ne se fait pas tout seul. Et le Fraternibus nous a ouvert une porte. Et on était ravis de passer cette porte. Et quoi de mieux qu'une partie de pétanque pour créer de la proximité qui au départ n'était pas évidente pour tout le monde. Marie-Bénédicte, elle est assez refermée sur elle-même. Mais il a fallu qu'elle ose venir au Fraternibus toute seule une première fois. Elle a quand même beaucoup évolué. D'ailleurs, quand on part, elle n'est jamais pressée. Actuellement, une trentaine de Fraternibus du Secours catholique sont déployés partout en France. Voilà pour ce beau reportage. C'est impressionnant quand même, ce monsieur qui dit qu'il fait 7 km à pied pour trouver un peu de lien, en fait. C'est ça dont ont besoin ces personnes dans nos campagnes? Oui, c'est un vrai besoin de tisser des liens parce que beaucoup de services sont partis, beaucoup de commerces. C'est ce que dit cet élu aussi de la mairie. Ouais. Voilà. Et donc, mis au pied du mur, les territoires ruraux, quand ils voient tous ces services partir, pourraient dire, bon, ça s'effondre. Eh bien non, les gens aiment leur territoire. Les ruraux aiment le pays où ils habitent. Et donc, ils prennent des initiatives. Moi, c'est ça qui me fait mon admiration, c'est qu'il n'y a pas une résignation, il y a plutôt une volonté d'innover pour répondre aux défis, en particulier du lien social. Et le Fraternibus, bon, je le connais dans le Cantal, parce que aussi avec Solidarité Paysans, une association d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté, on a un partenariat. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Jésus, ressuscité le matin de Pâques, voit Marie-Madeleine, il lui dit « Va trouver mes frères ». Eh bien, c'est une excellente illustration de ce Fraternibus, d'aller trouver ses frères qui sont les plus isolés. Un bus qui me fait un peu penser à l'image qu'utilise le pape François quand il parle de l'Église comme un hôpital de campagne qui est là pour accueillir tout le monde. Oui, voilà, il ne faut pas attendre dans un salon de permanence ou d'un bureau que les gens viennent, c'est plutôt d'aller vers, de sortir et d'aller rencontrer ceux qui sont dispersés. Alors ça demande du temps, de l'énergie, mais il y a des bénévoles qui sont motivés et qui le font et qui sont vraiment... qui rapportent leur joie d'avoir pu servir toutes ces rencontres. On ne le remarque pas forcément d'extérieur, mais combien d'élus disent finalement, quand on regarde qui s'engage, il y a des gens de tous bords, c'est vrai, mais les chrétiens sont bien là aussi. Et des chrétiens qui donc restent pas ensemble, par définition. Ils sont aussi en lien avec d'autres personnes, d'autres associations. C'est aussi une image de l'Église peut-être de demain. Il y a quelque chose de prophétique pour vous dans ce qui se passe dans nos campagnes? D'hier, d'aujourd'hui et de demain, Jésus a dit « Vous êtes le levain dans la pâte ». Donc, c'est des chrétiens qui sont le levain dans la pâte pour que, justement, nous ne soyons pas dans une société qui, offre plein de libertés, ne soyons pas complètement dispersés, que nous soyons aussi capables de nous rallier ensemble, d'agir pour des projets communs, de prendre soin de la maison commune. C'est un thème favori du pape, la maison commune aussi. On va plonger dans une citation biblique maintenant. Regardez, ça va vous parler, je pense, Arnaud. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui
qui sont dans la maison. Voilà cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu. Comment elle vous parle, cette phrase ? Eh bien, une lampe, ça éclaire, hein, c'est son rôle, mais ça fait signe aussi. Hein. Et combien de fois dans des échanges avec des chrétiens qui me demandent comment durer, comment inventer l'Église de demain, eh ben, je dis, on ne va pas faire nombre, mais on va faire signe. Voilà. L'important, c'est que pour nos contemporains, comprennent le trésor, la joie, la lumière que l'Évangile peut nous donner. Donc, c'est le rôle d'une lampe, c'est de faire signe. C'est pas d'éblouir, mais de faire signe. Tiens, il est en train de se passer quelque chose, et là, il y a de la vie. Même s'il n'y a plus de messe le dimanche dans son village. On fait autrement. On fait autrement, et ça ne veut pas dire que sans messe, le Christ est absent. Hein, il est allé. Ça c'est important à dire, à rappeler à nos amis téléspectateurs. Oui. Ouais. Que le Christ nous rejoint, c'est lui qui nous aide aussi. Hein. Il a annoncé l'Évangile, il l'a commenté, il l'a lu dans les synagogues, enfin la parole de Dieu, les Écritures, hein, mais aussi dans les maisonnées, hein, la maison de Marthe et Marie, la maison de la belle-mère de Pierre, hein, la maison de Jacques. Il s'est rendu dans les maisons. Voilà, c'est des églises de maisonnées, j'en suis témoin, parce que les groupes bibliques aujourd'hui, les églises ne sont pas chauffées, sont trop grandes. Et quand j'ai l'occasion d'animer ou de fonder des groupes bibliques, c'est toujours une église de maisonnée qui se réunit avec une convivialité. On partage une tarte, un jus de fruits et en même temps la parole de Dieu, quoi. Et il y a une vraie solidarité qui s'instaure. C'est une église aussi de maisonnée. Solidarité spirituelle, solidarité aussi tout court dans le monde du travail, j'imagine, le monde agricole. Les chrétiens sont mobilisés là aussi. Il y a des combats qui sont menés. Alors oui, vous parlez de combat, mais il y a de multiples combats, hein, à la fois pour l'emploi, pour le monde agricole, ou les mondes agricoles, il faudrait dire, sont en grande souffrance, hein, pris entre le marteau et l'enclume, entre les attentes sociétales qui veulent une alimentation à bas coût, mais une alimentation de qualité, et puis des rendements qui sont difficiles, quoi. Donc, j'évoquais tout à l'heure mon engagement de bénévole dans cette association, la Solidarité Paysan. Donc, il y a plus d'une centaine de bénévoles dans le Puy-de-Dôme et tous ne sont pas chrétiens, mais une bonne partie, on dit qu'ils ont été formés par leur origine chrétienne, leur participation à un mouvement, au scoutisme aussi. Voilà. Et donc, c'est leur manière aujourd'hui de servir la maison commune et d'être fidèles à la foi au baptême qu'ils ont reçu. Et c'est une belle expression, servir la maison commune. J'aimerais qu'on parte, vous en parliez à l'instant, à la rencontre d'Hélène, puisque Hélène est responsable d'un groupe de scouts de France à Vertaizon, c'est près de chez vous, dans le Puy-de-Dôme, car les scouts et guides de France assurent aussi cette présence chrétienne essentielle dans nos campagnes. Regardez le témoignage d'Hélène. Je m'appelle Hélène, j'ai 40 ans, je suis responsable scout et guide de France. Je suis infirmière dans la vraie vie et je suis maman de 3 enfants. C'est notre week-end de rentrée. C'est la première fois pour certains jeunes qui découvrent le scoutisme. C'est un moment d'accueil, c'est un moment de rencontre. Je m'appelle Louis et mon animal préféré, c'est le faucon. Moi, je viens d'un milieu citadin, donc nous, on devait s'extraire de la ville pour pouvoir aller vivre dans la nature. Là, c'est quelque chose qui est naturel pour eux, ça fait partie de leur quotidien, donc c'est assez chouette. Certains groupes scouts ont la chance d'avoir des locaux, par exemple, où ils peuvent se réunir, où ils ont le matériel, où ils vont faire traditionnellement leurs rencontres. Nous, c'est pas le cas. Notre groupe, il s'étend sur un large périmètre. On met parfois 45 minutes à 1 heure pour se retrouver. On fait du covoiturage, par exemple. Les familles, elles se rassemblent très naturellement pour emmener leurs enfants, les ramener. Ça veut dire aussi qu'on trouve des lieux différents pour se réunir. On se réunit sur tout le territoire, donc on change de lieu à chaque fois qu'on se retrouve. Ça nous permet de découvrir plein de châteaux, des très beaux lieux comme ici. On est vraiment ouvert à tous et ça, c'est vraiment une force de notre groupe local, là. Et on a des jeunes qui viennent de cultures familiales, religieuses très différentes, parfois éloignées de la foi aussi. Ils ont du temps pour vivre ensemble, du temps dans la nature, du temps déconnecté de leur téléphone portable, déconnecté de la réalité. Vivre dans la nature, c'est une belle manière de vivre sa foi.
Est-ce que ça vous dit on fait un béret et un épervier? Oui. Je pense qu'on vit des années difficiles. Les jeunes, ils vont pas toujours très bien, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Et je pense sincèrement que le scoutisme, c'est une réponse aujourd'hui à ces questions. De construire des projets au quotidien ensemble, de vivre ensemble, de se faire confiance, d'être à son rythme. Je pense que c'est essentiel pour aller bien dans sa vie. Ce qui m'anime dans les valeurs du scoutisme, c'est de voir grandir les gens. Que ce soit les jeunes ou les adultes, c'est la manière dont on se réalise. Tout est possible en fait dans le scoutisme. Chacun peut trouver sa place, comme il est. Et je pense que c'est ça qui m'anime, c'est de voir les autres grandir en fait. Et ça me fait grandir aussi du coup. Voilà pour ce témoignage d'Hélène. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Arnaud? J'ai beaucoup aimé l'expression au début. Il y a des groupes qui ont un local et ce groupe a la chance de ne pas en avoir. Et du coup, qu'est-ce que c'est que faire du scoutisme? C'est prendre la tente, c'est prendre ses godasses et d'aller marcher, voilà, et de vivre ensemble, de jouer, de cuisiner, de se retrouver. Ça, c'est, voilà, elle a dit l'essentiel du scoutisme, quoi. C'est ça, hein. L'appel de la route, l'appel à s'installer, à camper, à décamper, à découvrir d'autres paysages, d'autres jeunes. Et puis, elle a dit une deuxième chose aussi sur grandir. Bon, j'étais longtemps aumônier scout. Dans différents Aumônier endroits, national aussi. Aumônier national aussi, voilà. Mais aussi aumônier sur le terrain. Et avec les jeunes ruraux, les jeunes de familles d'agriculteurs, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, ça n'avait aucune importance. Leur enthousiasme, c'était de partir, d'aller jouer, d'aller camper. En quoi le scoutisme répond aux enjeux, aux difficultés du monde rural aujourd'hui? Qu'est-ce que ça offre à nos campagnes, le scoutisme? Alors, on a parlé de lien social dans toute l'émission. Hein, donc, le scoutisme, c'est aussi c'est être en équipe. Hein, donc, il y a tout un jeu de conseils. On apprend aussi à dormir sur la même tente et on se crée des complicités sur la vie. Je veux dire, vous pouvez interroger les chefs qui sont là. Ils disent, mais ça fait 20 ans que je connais, que j'ai grandi dans ce groupe ou dans un autre groupe. Et pour moi, je souhaite transmettre à des plus jeunes tout le bonheur que j'ai reçu dans la vie scout, quoi. Il y a une transmission qui se fait de la foi par le scoutisme, et notamment dans le monde rural. De la vie ensemble, de la foi, de la découverte. C'est un lieu de découverte aussi. Hein. Même s'ils habitent la nature, il y a aussi toujours plein de choses à découvrir. C'est un livre ouvert, la nature. De même que l'écriture, la parole de Dieu, c'est un livre ouvert. Et de même que vivre ensemble aussi, c'est apprendre aussi à confronter son propre regard au regard des autres et de bâtir quelque chose ensemble. Arnaud, vous vivez en campagne depuis tant d'années. Vous êtes témoin de quoi de ce monde rural ou dans ce monde rural? De quelle souffrance et de quelle résurrection? Alors, on me pose souvent la question, comment définir la ruralité? Voilà, c'est très compliqué à définir parce que tous les territoires ruraux ne se rassemblent pas. Et puis souvent, on va prendre l'exemple des paysages ou du patrimoine bâti ou de l'agriculture. En fait, aujourd'hui, je dirais, ce sont des territoires où les décisions se prennent ailleurs. L'avenir d'une commune, d'un village, il est pris dans la métropole. L'avenir de l'agriculture, voilà, alors qu'on a les vaches, elles sont là. Les décisions se prennent à Paris ou à Bruxelles ou je ne sais où. Or, aujourd'hui, les ruraux, c'est ça l'espérance, ils veulent décider, hein, ils veulent construire leur avenir. Et du coup, je dis c'est des territoires d'espérance parce qu'ils prennent en main leur avenir, même si ils sentent que c'est difficile, c'est vraiment leur espoir. Merci pour ce beau témoignage, Arnaud. Vous restez avec nous, l'émission se poursuit en culture et vous le savez, la culture chez nous est portée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche matin et vous nous emmenez cette semaine au théâtre et découvrir une adaptation
de la Terre d'Émile Zola. Oui, tout à fait. La Terre. Alors, La Terre, c'est le 15e volume des Rougon-Macquart, vous le disiez, la célèbre saga d'Émile Zola qui a été écrite en 1887 et qui est aujourd'hui adaptée donc au théâtre par Anne Barbeau. Alors, l'histoire, si vous ne l'avez pas lu, ça se passe dans une ferme familiale au 19e siècle. Le père Fouan se fait vieux et il annonce à ses 3 enfants, Fanny, Hyacinthe et Joseph, qu'il va leur léguer ses terres. On va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ton bonhomme, ton Rochefontaine, il est au courant qu'avec le blé qui est descendu à 22, on le vend au prix qui nous coûte. La seule subsidy. Si vous les baissez encore, c'est la ruine. Moi, ça fait des années que je prends soin de nos terres. Moi, j'en ai besoin. La terre, elle se fout bien de toi, la terre, hein. T'es son esclave, elle te prend tes forces, ta vie, ton plaisir, imbécile. Alors c'est vraiment le quotidien de ces paysans à l'époque qui est raconté dans cette pièce de théâtre. Les drames, bien sûr, des animaux qui tombent malades, des dettes, des hommes qui se tuent à la tâche. Et puis tout un tas de questionnements qui en fait sont très souvent encore d'actualité. La nécessité de la mécanisation, le remembrement afin d'être plus compétitif, l'emprunt, l'amour de la terre, mais aussi la rudesse de l'environnement. Et puis question qui est traitée aussi dans cette pièce, question difficile du passage de flambeau. C'est du Zola, donc c'est une peinture sociale extrêmement fine qui est très bien interprétée, très bien retranscrite ici dans cette pièce par le jeu des personnages bien sûr, mais aussi par la lumière et puis la mise en scène. La Terre d'Anne Barbeau s'est en tournée actuellement. Je vous donne quelques dates. Les 7 et 8 novembre à Fontenay-sous-Bois, du 19 au 21 à La Rochelle ou encore le 13 février à Argenteuil. Une exposition qui maintenant met en avant le monde rural. Hein. Oui, tout à fait. Nous partons au Puy-en-Velay, dans ce très beau musée Crozatier qui accueille en ce moment des œuvres du Centre Georges Pompidou autour donc du thème de la ruralité. L'exposition s'appelle À travers champs et elle rassemble 70 artistes, 70 œuvres des artistes du XXe siècle qui ont fait la part belle à nos campagnes. 70 œuvres donc qui ont été réalisées entre 1904 et 2015, il y a de la peinture, du dessin, des photos. On retrouve du Braque, du Chagall, du Kandinsky, autant de regards très différents sur notre monde rural. Alors l'exposition est scindée en plusieurs thématiques. Il y a une thématique qui est consacrée à des figures du monde paysan. On va retrouver par exemple ce très beau dessin qui s'appelle Les Laveuses. C'est un dessin de Georges Dorignac qui envoie des femmes donc qui s'occupent du linge, qui lavent le linge dans la rivière. Ou encore cette photo intitulée Les Amis. C'est une photo qui a été prise par le photographe hongrois André Kertész. Une autre partie de l'exposition est consacrée aux travaux agricoles. Alors, on retrouve cette très belle œuvre de Marc Chagall qui s'appelle Le marchand de bestiaux. On voit beaucoup d'expressions sur les visages des paysans. Et puis, on va terminer avec cette toile de Raoul Dufy qui, lui, a beaucoup travaillé sur le thème des moissons. Là, il peint, par exemple, le dépiquage qui consiste à séparer la paille du grain. Et vous le voyez dans un style très, très coloré. À travers champs, modernité et ruralité, c'est une magnifique exposition donc, qui a lieu au musée Crozatier au Puy-en-Velay et c'est jusqu'en janvier 2025. Arnaud, l'accès à la culture dans le monde rural, c'est une problématique, une réalité ? C'est une réalité, oui, parce qu'il y a beaucoup de tiers-lieux culturels qui s'efforcent d'inviter ou de répondre positivement à des pièces de théâtre, régulièrement ou des films. Voilà, il y a une vie culturelle. Absolument, oui, oui. On termine, Constance, votre chronique patrimoine. Vous poursuivez votre série ce mois-ci sur l'hospitalité. Oui, alors je vous avais parlé la dernière fois des hospices de Beaune. Aujourd'hui, nous partons à Lons-le-Saunier, dans le Jura, toujours dans un hôtel-Dieu, mais celui-ci est doté d'une apothicairerie. C'est l'une des plus belles de France. Elle est du XVIIe, de style classique, et elle a conservé tous ses ustensiles d'origine. On y découvre encore des instruments en étain ou en cuivre, des palettes à saigner et des potions au nom chargé d'histoire. Il y a également toute une collection de faïences exceptionnelles, plus de 100, le tout rangé dans des boiseries et des meubles absolument magnifiques. Un lieu qui raconte aussi cette médecine du passé. Ici, les sœurs en charge des malades fabriquaient elles-mêmes les potions, médicaments, breuvages et pommades, et elles s'appuyaient sur ces nombreux traités de médecine, ainsi que sur un herbier fabuleux, cet herbier du XVIIe siècle qui fait 200 pages et qui est quasiment intact, avec plus de 1000 plantes qui y sont encore collées. Merci Constance, merci Arnaud.
Vous restez avec nous pour la messe que nous célébrons tout de suite en direct à Souvigny, c'est dans l'Allier. Les fidèles nous attendent dans leur église que je vous propose tout de suite de visiter. Belle messe à chacune et à chacun.